Monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les académiciens, chers collègues, chers amis, merci de votre présence pour cette séance solennelle qui est un peu une séance de fin de mandat ou tout au moins de bilan parce que nous avons fait des choses et donc il faut l'apprécier, l'évaluer. C'est toujours notre principe, je dirais, de recherche, évaluation et voir s'il faut continuer. Alors c'est vrai que l'Académie de chirurgie est une vieille dame qui a 300 ans, mais qui a un nombre d'académiciens jeunes. Quand on fait la moyenne des académiciens, c'est 63 ans, avec une particularité par rapport aux autres académies, c'est qu'on n'est pas immortel, puisqu'on enraye tous les ans une quinzaine. Et pourquoi on enraye? Parce que être académicien de chirurgie, ça se mérite. Et si on est complètement absent, si on ne montre aucune appétence ni nouveauté, eh bien, le bureau a le droit, et je dirais même le devoir, d'envisager la radiation, après, bien sûr, avoir prévenu la personne. Et c'est vrai qu'actuellement, nous sommes dans une période tout à fait, je dirais, révolutionnaire chirurgicale, parce que, je vais vous avouer, et j'ai mon chef de service ici présent, je suis un peu en fin de carrière quand même, et donc j'ai tout vécu. La chirurgie 1.0, à ciel ouvert, la chirurgie 2.0, la célioscopie et l'arthroscopie, la chirurgie 3.0, c'est-à-dire la robotique, et maintenant la chirurgie 4.0, c'est-à-dire cette association absolument extraordinaire entre le robot et l'intelligence artificielle, et ça change beaucoup, beaucoup de choses. Alors, il faut avoir des données quantitatives et qualitatives de qualité, en grand nombre, et c'est toute la problématique en France, et je remercie beaucoup le professeur François Richard, qui préside le Haut Conseil national sur la nomenclature, car on cote actuellement des gestes chirurgicaux par assimilation. Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce qu'on envoie nos données le plus souvent aux États-Unis, avant de les envoyer bientôt en Chine. Et je veux vous dire franchement, la RGPD, ils ne connaissent pas. Et donc, ils vont garder ces données, les emmagasiner et enrichir leur propre banque de données. Donc ça, c'est un problème important. Il y a les registres, et ça, c'est une bonne chose. Il faut les maintenir. Il y a aussi la simulation. Et la simulation, jamais la première fois sur le patient, c'est important. Les centres de simulation se multiplient. Je vais vous dire franchement, et il y a le professeur Goron qui est ici présent, à Amiens, on a quelque chose de très particulier parce que nous, ce sont des blocs miroirs. C'est-à-dire que ce n'est pas le chirurgien qui est en simulation, c'est le chirurgien, l'anesthésiste, l'instrumentiste et la penseuse et l'interne qui sont en simulation. Et donc, c'est quelque chose de très important, simulation augmentée. Mais néanmoins, il y a toute une problématique. Quel est le bloc opératoire du futur, qui ne ressemblera pas au bloc opératoire actuel? Et je remercie le professeur Benhamou, qui a été nommé par Elisabeth Borne pour réfléchir au sein du SGPI sur ce bloc opératoire du futur. Et puis, il y a aussi les ressources humaines. Les ressources humaines, c'est des jeunes qui soient capables de faire fonctionner tout ce matériel en n'étant pas sous la dépendance de l'informaticien, parce que je pense quand même que le chirurgien doit encore rester maître de son geste chirurgical, et donc c'est une problématique importante en sachant que je suis très attaché au compagnonnage qui nous a formés. Et donc la formation des jeunes praticiens, on a eu une première réunion à l'Assemblée nationale sur cette formation et de poser les questions. Et donc j'ai été agréablement surpris parce qu'on a fait des groupes de travail et les groupes de travail ont travaillé. Parce que vous savez, quand on organise des groupes de travail, souvent tout le monde est partant et puis au final, il n'y a pas grand monde. Et donc on a fait des groupes de travail, donc c'était en mars. Merci au professeur Joannet de son organisation. Et on a eu un rendu des RICF avec le professeur Benhamou au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors je ne vais pas vous dire le ministre parce qu'il a déjà sauté. Et si je vous dis celui d'aujourd'hui, il risque d'être à peu près pareil. Et donc, moi,
Alors, je ne veux pas faire de politique, mais je pense que François Bayrou a tout à fait raison de rester maire de Pau. Parce que c'est quand même, c'est pas des CDI, hein, c'est des CDD-DD. Et donc là, c'était Patrick Hetzel avec lequel on avait bien travaillé, et on lui a quand même donné 10 orientations et 5 axes. Et donc, il y a les bases pour cette formation, parce qu'il y a une autre problématique, c'est qu'on a chiffré la formation des jeunes internes, c'est 7 000 € par an pour 1000 internes, c'est-à-dire 7 millions. Et donc, c'est un petit peu compliqué à l'époque de demander à Barnier, c'était à cette époque-là, au temps ancien, Barnier, on lui a demandé 7 millions de plus pour l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, il y a eu cette réunion importante qui a débouché sur une autre réunion, et je remercie beaucoup le docteur Couffinal, merci Jean-Claude, 4.0. Et c'était avec toutes les industriels de la robotique, de la simulation. Et d'ailleurs, vous voyez que je me suis presque amusé, puisque j'ai fait les stands sur cette simulation. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait important. Mais toute cette réflexion, il faut qu'elle profite aux jeunes opérateurs et même aux moins jeunes. Et c'est pour cette raison que, je vais quand même vous l'avouer, quand on fait les séances du mercredi, on est 40-50. C'est quand même pas beaucoup. Néanmoins, grâce à Pascal Bourret, il y en a un système YouTube qui marche très très bien et on a à peu près 1000 vues en même temps. Et quand on voit nos collègues brésiliens qui répondent aux autres collègues, c'est quand même assez sympathique. Alors moi je regarde le compteur. Je pense que Hubert fait pareil. On regarde le compteur. Parfois, ça va à 3000 vues quand même. C'est quelque chose de tout à fait considérable et tout à fait nécessaire. Alors, on a des défis. Nous souhaitons, et je pense que vous souhaitez aussi, retourner à Saint-Côme, notre coupole de Louis XV. Et donc, on a fait un retour à la coupole de Saint-Côme le 22 mai en présence de beaucoup de responsables politiques, parce que la politique, la chirurgie et la vie quotidienne sont souvent liées. Et donc, avoir un appui, surtout quand on sait qu'on a là, en bas de la photo quelqu'un qui soutient activement le maire de Paris, ça peut aider. Et d'ailleurs, ça nous a un petit peu aidé. Et donc, sa seule présence était quelque chose d'important. Et donc, retourner à Saint-Côme, au départ, la RIVP, c'est-à-dire la régie parisienne, nous proposait une location. Moi, à titre personnel, je pense qu'il faut acheter avec d'autres académies pour pouvoir potentialiser définitivement, et ça serait beaucoup mieux de l'avoir acheté. Et donc, il y a eu un rendez-vous avec une autre ancienne ministre, Rachida Dati, le 4 novembre, mais elle ne prendra pas non plus de décision, eu égard... Elle a des chances d'être reconduite. Ah bon, elle va être reconduite. Bon, on va voir. Ça devient compliqué quand même. Hein. La vie, elle devient compliquée. Et tout ça, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et je remercie beaucoup Jean-Pierre, il est où? Ah, mais t'es là, ouais, Jean-Pierre. Voilà. Qui a fait organisé un dîner de mécènes. Et c'est vrai que je suis très admiratif parce que c'est compliqué. Tu l'as assumé et ça a été parfait. Ça a été parfait parce que, je vais dire, tous les noms des mécènes étaient présents. Nous avions Dassault, nous avions le propriétaire de Ferrari, Huglot, on avait Durand-Way, on avait... voilà, tout à fait. Ah bah oui, merci beaucoup. Merci de votre présence, y compris aujourd'hui. Mais vous étiez tous là. Et en plus, on a passé une bonne soirée. Oui, tout à fait. On avait les Altesses royales, quoi, tout ça dans un cadre absolument extraordinaire, celui du Val-de-Grâce, qui était vraiment exceptionnel, y compris la salle capitulaire. Et vivement l'année prochaine qu'on y retourne. Et en plus, on a fait du bénéfice. Donc, alors, vous n'avez pas entendu, hein, parce que vous avez participé. Donc, c'était une très bonne soirée. Et puis, je pense qu'il y a eu une occasion, parfois il y a des croisements. Je suis toujours très admiratif d'Edgar Morin. Les croisements, c'est un peu la vie. Et on a eu un déficit de cravates. Alors vous allez me dire, mais attendez, Jardin, il est en train de péter un câble, qu'est-ce qu'il va nous parler là? Oui, le stock des cravates de l'Académie était rompu. Et donc on a commencé par refaire une cravate, et ça se vend bien parce que
Anna, elle pensait être secrétaire dans une académie. Maintenant, elle devient un peu Amazon parce qu'elle vend des cravates. Alors, pour ce qui est des pins, on est en rupture de stock. Vous allez tous acheter. Bon, voilà. Les foulards, ça se vend moins. Mais on va avoir une présidente, donc ça va peut-être se reprendre. Dans le même temps, donc, on a réussi à trouver... On a refait faire aussi les costumes des académiciens qui ont été portés jusqu'après la guerre. Mais après la guerre... Moi, je fais partie d'une génération qui a passé sa thèse sans toge. Alors, je vais vous avouer une autre chose, c'était un équerre, sans toge, et je n'ai même pas prêté serment parce qu'on était 10. Il y en a un seul qui a prêté serment. Et donc, c'était le creux de la vague. Dans les années 80, c'était n'importe quoi. Et donc, les costumes ont disparu. Et donc, on a fait une recherche, et je remercie beaucoup Guillaume Pourchet, notre archiviste bibliothécaire, puisque, Madame l'académicienne, vous êtes verte, l'Académie de médecine est rouge, vous êtes verte avec épée, nous, l'Académie de médecine est rouge sans épée, et les chirurgiens sont bleus sans épée. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est Louis XV qui l'a décidé ainsi. Et pourquoi il a mis bleu, je ne sais pas. Et donc, on a remis aussi à l'honneur le blason avec les... Guillaume Pourchet, ah oui, oui, oui. Oui, oui. Il a refait les archives. Et donc, on est sûr du dessin et tout. Et donc, avec les 3 pots, les fameux 3 pots, la science, l'observation et la dextérité qu'on en a remis à l'honneur. Mais on ne fait pas non plus aussi que des représentations avec des décorations. On a fait aussi un avis. Un avis très compliqué. Un avis sur la fin de vie. À titre personnel, j'étais le vice-président de Jean Leonetti, donc... Je ne veux pas dire que j'ai écrit la loi de Leonetti, mais j'ai fortement participé. C'est une excellente loi, il n'y a rien à dire, c'était un progrès. Est-ce qu'on s'est posé la question, et la comité d'éthique présidée par Henri, le doyen Coudane, il est où le doyen Coudane? Ah il est là, bah, excuse-moi, Henri, a reposé la problématique, et nous avons fini par conclure, après des auditions, qu'il fallait avancer, et l'Oregon nous paraissait une possibilité. Et donc on a fait cette proposition qui a été fortement reprise, tellement reprise que ça a été dans un texte, c'est le texte originel qui a été débattu à l'Assemblée nationale, mais bien sûr, je vous rassure, complètement interrompu une nouvelle fois, puisqu'il y a cette instabilité majeure au niveau politique. Et puis il y a eu les journées du patrimoine, il y a eu du monde, il y a eu la semaine dernière l'accueil des députés français, ils étaient 30, qui ont découvert avec interrogation ce qu'on faisait et les problématiques qu'on avait. Et donc je reste persuadé que ces 30 députés vont parler. Alors je ne sais pas s'ils seront longtemps députés, ça c'est un autre problème. Néanmoins, ils ont vu ce qu'on faisait, nos problématiques, et on a bien sûr fait visiter Saint-Côme en leur disant que ça serait bien qu'on y retourne. C'est aussi toujours une bonne chose. Alors, au point de vue des rapports avec les autres académies, je reste persuadé que les académies sont complémentaires. Je souhaite néanmoins, devant cette assemblée, faire un peu le point, parce qu'il a été dit tout et n'importe quoi. Georges Mention, en 2016, et j'ai relu les comptes rendus de conseil d'administration, a souhaité transformer l'Académie nationale de chirurgie en une académie de droit public sous protection du président de la République. Ça n'a pas abouti. En revanche, l'Académie de pharmacie a changé son statut. En 2022, nous avons eu la chance que le professeur Benhamou rentre par nomination d'Elisabeth Borne au SGPI et à l'AIS, donc c'est tout ce qui est innovation. Et donc on lui a demandé de faire des avis publics avec une structure de droit privé, ce qui est un petit peu compliqué. Et donc Valtou, député, alors suivez-moi parce que c'est un peu compliqué, Valtou, député, dans sa loi sur les réseaux de soins, met un amendement changeant le statut de l'Académie nationale de chirurgie. C'est un cavalier, je vous rassure, je n'étais pas aux affaires. Ce texte est repris par François Braun dans le PLFSS, sauf qu'il ne peut pas le débattre puisqu'il saute, et c'est Aurélien Rousseau qui le reprend et qui le transforme en article 35. Il y a un conflit entre l'Isalter,
qui est la directrice générale de l'AIS, et Marguerite Cazeneuve. Et donc, bien entendu, il y a des journalistes dans la salle qui vont rapporter ce conflit. Et l'article 35, sous pression de sa femme, saute. Valtou, qui était député, devient ministre. Et donc, réintroduit ce changement. L'Académie de médecine consultée donne son avis favorable, l'Ordre national des médecins donne son avis favorable, l'Académie de chirurgie, bien sûr. Tout semble bien rouler et 2 jours avant, le 5 mai, alors que le débat arrive le 7 mai, l'Académie de médecine hurle en disant que c'est inacceptable. Le texte est voté. Et donc, je tiens à dire une chose très solennellement, parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Quand un texte n'est pas voté dans une législature, le texte tombe. Cette PPL n'existe plus, que ça soit clair. Et donc, quand on me dit, il faut, je ne sais pas comment on fait ressurgir un texte qui n'existe plus. Donc, il y a une problématique. D'ailleurs, j'ai envoyé aux académiciens de médecine le texte réglementaire, parce qu'il ne faut pas non plus être dans le fantasme. Néanmoins, je voudrais vous raconter une petite histoire qui date d'hier et qui est très très importante. En France, il y a 3 pouvoirs: la magistrature, la politique et la haute administration. La politique, elle saute tous les 3 mois. Les magistrats sont nommés à vie, les énarques aussi. 2016, l'Académie de pharmacie devient une Académie nationale de droit public. Et là, d'un seul coup, l'administration se dit, entre les 5 agences qui coûtent une fortune, qui ne sont pas forcément très réactives, et les académies à qui on donne des subventions de 5 000 €, il y a une différence. Et donc, à ce moment-là, ils transforment l'Académie d'agriculture en Académie nationale de droit public, ils transforment l'Académie de technologie en droit public, et puis là, vous allez me dire, il ne se passe rien. Eh bien si. Qu'est-ce que vous faisiez le 5 août cet été? Vous étiez au bord de la plage. Vous étiez avec vos petits-enfants. Et il n'y avait pas de gouvernement. On était juste après, on était en plein dans les Jeux Olympiques. L'administration a transformé l'École nationale d'officiers de gendarmerie en Académie nationale de défense de droit public sous protection du président de la République. C'est-à-dire que l'administration s'est permis de sortir un décret pour transformer, pour pouvoir avoir des avis sur l'Ukraine gratos. Excusez-moi de vous dire. Bon, vous allez me dire, ok. Hier, qu'est-ce que vous faisiez? Pas grand-chose. Si, vous prépariez la venue ici. Très bien. Eh bien, Emmanuel Macron a fait un coup terrible. Il était à Lyon. Il était à l'OMS. Il a transformé l'OMS France en Académie nationale de l'OMS France de droit public sous statut de protection du président de la République. Et donc la conclusion, c'est que l'administration a décidé que toutes nos académies, je dis bien toutes nos académies, l'Académie vétérinaire, l'Académie de chirurgie, seront des académies de droit public avec 5 000 € à la clé, et donc notre statut va changer, c'est sûr. C'est évident, puisque l'administration l'a décidé et eux, ils restent. Et donc, il n'y a qu'une chose, Carole, que je suis content, c'est que je ne serai plus au pouvoir, que je ne serai plus à cette direction, et que celui qui aura ça, mais sachez que c'est obligatoire, ceci va arriver de façon... parce que ça a été décidé par l'administration, point final. Alors, il n'y a pas eu que ça, il y a eu également... la création d'un collège de jeunes académiciens, qui est une bonne chose parce que ça fait un vivier. Et ce vivier est important pour l'avenir de notre académie. La création des comités. Et je remercie beaucoup les présidents des comités qui font un travail très important. C'est-à-dire qu'ils doivent repérer la petite nouveauté au congrès où personne n'a été et qui est tout à fait important. Alors, il y a eu, je vais vous le citer un petit peu, mais je sais que Hubert Joannet, notre secrétaire perpétuel, va compléter. Il y a eu les journées de cancérologie, les colloques hepta-académiques, les prix Jeune Master, très important les prix Jeune Master, les partenariats avec l'école Cassé, et puis j'ai fait une modification du règlement intérieur.
Dans cette période de crise, parce que je vous rappelle quand même que je suis passé en conseil de discipline, tout le monde ne le sait pas, mais voilà, pour détournement académique. Je souhaite que les passes-présidents deviennent une instance avec, sous la forme de comité des sages, de façon à avoir une réflexion. Parce que quand j'ai un collègue comme Georges Mention qui dit qu'il n'était pas au courant et que c'est lui qui a mis en route la machine, je suis quand même un petit peu interrogatif, excusez-moi. Je ne sais pas s'il est dans la salle, mais je lui dis carrément, il faut se souvenir de tout ce qu'on a fait et de l'assumer, puis c'est tout, point final. Alors, il y a aussi Strasbourg. Merci Carole, parce qu'on s'y sent bien. On s'y sent bien, j'y étais plusieurs fois, mais 2 fois de façon très protocolaire. Une fois en mai pour le partenariat franco-chinois, puisque vous savez que le président de la République populaire de Chine est venu en France pour le 60e anniversaire de la signature des accords de l'Élysée, puisque la France a été le premier pays à reconnaître la République populaire, qu'à cette époque, aucune instance française n'a voulu signer avec les Chinois. Il n'y a qu'une instance qui l'a accepté, l'Académie nationale de chirurgie. Et donc on a re-signé le protocole, de façon très protocolaire, rien à dire, à la chinoise, et donc j'ai eu l'honneur de vous représenter. Et puis, grâce à toi, Carole, quand même, il faut te dire qu'on a eu un Octobre Rose présidé par Roberta Metsola, comme vous savez, qui est présidente du Parlement européen, de grande importance, avec toute une représentation politique pour les politiques publiques, sanitaires et de santé publique qui sont tout à fait importantes. Parce que, je vais vous dire franchement, si on n'a pas des fonds publics, on ne peut pas travailler, c'est pas possible. Et donc c'est une bonne chose. Et puis je vais vous montrer Jean-Baptiste Gresset. Personne ne le connaît, et je sais, et c'est ma mère, âgée de 98 ans, qui m'a dit hier soir, mais j'espère que tu vas parler de Jean-Baptiste Gresset. Qui est Jean-Baptiste Gresset? Jean-Baptiste Gresset est ministre de la littérature de Louis XV et il succède à Voltaire. Voltaire avait fait un pamphlet contre Madame de Pompadour, ce qui n'avait pas plu forcément à tout le monde, et donc qui a fait sa fortune, mon cher Henri, parce qu'il s'est sauvé chez Madame du Châtelet en Lorraine, et de la Lorraine, il est parti à Berlin pour fonder l'Académie de Berlin avec un certain succès. Donc Gresset, ministre de la littérature, a comme collègue Soufflot, ministre de l'architecture, et Boucher, ministre de la peinture. Il n'y avait pas de faute de goût. Et la mission de Gresset, c'était de réformer l'Académie française qui avait été fondée par Richelieu et dont les statuts ne plaisaient pas à Louis XV. Et donc Gresset, je pense d'ailleurs qu'il a fait que ça, a modifié les statuts de l'Académie française pour les moderniser. Et puis parti dans son élan, il a créé l'Académie nationale de chirurgie, puis toutes les académies nationales de l'époque, parce que Louis XV est un homme moderne. Gresset est enterré dans le transept nord de la cathédrale d'Amiens, et c'est le seul civil qui soit enterré dans cette cathédrale, et je dois vous l'avouer, c'est mon grand-père. Et donc, je ne pouvais que lui dédier mon année de présidence. Et donc ce tableau a été peint par Fragonard, parce que Fragonard était son ami. Et donc, ma mère avait raison, il fallait quand même que je le dise. et donc, voilà. Et donc, je sais que cette académie va être entre de bonnes mains. Et je suis serein, Carole. Je suis serein parce que l'année prochaine, et l'année prochaine, c'est bientôt, l'année prochaine, c'est toi qui vas prendre la responsabilité et que tu vas lui donner une autre impulsion. Parce que tu es une chercheuse, tu es une travailleuse, tu as une grande rigueur, une grande droiture, et donc je pars serein. Merci Carole, merci Hubert. Je regretterai quand même les appels à 6h du matin tous les jours, parce que ce sont nos appels le matin. Ouais, je vais vous avouer. Alors quelqu'un m'a dit, bah oui, mais moi je me lève à 4h. Je ne sais plus qui est-ce qui m'a dit ça tout à l'heure. Ah oui, c'est Denis Vincent. Ouais, nous, c'est 6h. Bon, voilà. Merci à vous tous, merci à Albert Claude, merci à Henri, merci à l'archiviste
bibliothécaire, tu as fait des grosses recherches. Et merci à vous tous. Merci à vous tous. Mais je resterai. Je vous reverrai. Merci. Je vous propose une standing ovation. Pour remercier Olivier. Je vais finir par être très ému. Hein. Merci beaucoup.